Alors, bonjour, je m'appelle Céline Charon et je suis cofondatrice du programme Leader éveillé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer une des intervenantes de ce programme. Dans cette série d'entrevues Leader éveillé, je vous invite à découvrir des pistes de réflexion, de solutions en rencontrant justement des intervenants de renommée internationale, vous allez voir, connus pour leur contribution au développement d'un nouveau leadership. Alors aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir mon ami René Rivet. Alors, bienvenue René. Merci Céline, ça fait tellement plaisir de te voir. Et que tu me considères parmi tes amis, ça me touche beaucoup. On a quand même fait des choses ensemble. On a fait un voyage en Afrique ensemble aussi. Hein? Alors, écoute, René, je vais parler un peu brièvement de toi, mais je vous invite à aller sur le site Leader éveillé pour voir tout son pedigree qui est assez impressionnant. Mais tu es gradué, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs, entre autres, en résilience et leadership conscient de l'Université de Californie et tu es naturellement auteur, notamment du best-seller Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock. René a été invité pendant plusieurs années aux congrès internationaux des ressources humaines et tu animes des ateliers sur la résilience et sur le courage d'être soi auprès de chefs d'entreprise dans plus de 22 pays. Quand même, c'est impressionnant. Alors, la Russie, Hong Kong, quasiment tous les pays d'Europe, l'Afrique, en Amérique. Écoute, on est privilégié de t'avoir ici aujourd'hui. Alors, écoute, ce que j'aimerais vraiment, là, c'est que tu puisses nous partager un peu ton parcours. Ton parcours, puis surtout les révélations ou les points bascules qui font que ça t'a mis sur ce chemin. C'est ça, 60 ans, c'est plus un livre d'histoire qu'on a, c'est une encyclopédie. Alors, c'est comment aller chercher les milestones, les points, effectivement, repères d'une vie. Oui, ça demande une grande réflexion parce qu'il y a eu tellement de moments importants, inspirants, transformatoires. Mon Dieu, mon parcours pour arriver à l'éveil d'aujourd'hui, je pense que d'abord, je pars d'une croyance qu'on est victime de rien. Je n'ai pas appris dans les premières années, là. C'est après un certain temps d'assumer complètement sa route et qu'on est enrichi de nos jambettes, des difficultés, du contexte dans lequel on est né, dans lequel on a choisi la famille dans laquelle on est. C'est tellement riche d'apprentissage quand on le voit comme ça. Je pense d'abord un premier chemin d'éveil, c'est de ne pas être victime de sa vie. Je fais ce préambule parce que peut-être des gens vont être touchés, mais c'est important que je le dise d'abord pour moi, pour ne pas tomber dans mon état victime. Je suis encore à risque. C'est que tout a commencé quand j'étais toute petite, où je viens d'un milieu qui n'était pas facile, où j'ai connu malheureusement ou heureusement pour mon évolution, l'abus sexuel de la part de mon père. Donc, je me souviens que déjà dans l'âge de 2 ans, 3 ans, je me détachais de mon corps pour ne pas souffrir. Alors déjà, pour moi, c'était normal d'avoir la conscience que j'ai un corps, mais j'ai d'autres dimensions en même temps. Pour moi, c'était comme ça que la vie se faisait. Et je trouvais une grande source de repos aussi quand je me détachais. Donc, déjà, j'ai accédé très, très jeune à ce niveau de conscience, cette conscience qu'il y avait quelque chose de tellement plus grand que notre corps physique. Alors, j'ai grandi avec ça. J'ai appris à arrêter de me dissocier ou de contrôler mes dissociations pour me ressourcer. Puis quand j'ai commencé à le contrôler, j'avais 32 ans. Quand même. Donc, j'ai vécu une grande partie de ma vie avec cette conscience. Mais je n'en parlais pas parce que je croyais que tout le monde était comme ça. Tu imagines toute la sensibilité que j'ai eue, que j'ai développée à mon entourage, mais aux énergies plus subtiles. Fait que ça faisait partie de moi, ça. Et là, je me suis aperçue aussi que, comme enfant, vu que je n'avais pas de sécurité, comme enfant, c'était ma façon aussi de me sécuriser, j'ai aussi travaillé la relation avec des animaux, où j'ai compris
comment c'est important de trouver une zone de sécurité affective. Les humains me terrifiaient, donc j'ai été vers les animaux. Et c'est là que j'ai goûté à la rencontre d'animaux exceptionnels qui m'ont accompagnée toute ma vie, d'enfant et d'adolescent. Et c'est là que j'ai décidé de dédier ma vie à cette sécurité relationnelle à travers les animaux et ou les humains. D'où est arrivé tout mon travail avec la méthodologie Tintin-Milo-Haddock. L'intention derrière, c'est de créer de la sécurité à travers nos différences. Arrêter de se rejeter, arrêter de faire souffrir l'autre, arrêter que mes besoins soient plus importants que les tiens. Parce qu'à quelque part, c'est de l'abus. Je vais utiliser ce que tu as pour mon bénéfice. Et tu comprends la grande sensibilité que j'ai là-dessus pour moi. Alors, j'ai des détecteurs. Quand quelqu'un a l'intention de prendre les talents d'un autre être humain, pour un bénéfice d'entreprise, pour un bénéfice de couple, peu importe, j'ai des radars qui font c'est pas dans le juste. On n'est pas dans le juste. On va essayer que les deux personnes, avec ce qu'elles portent, vont venir volontairement offrir ce qu'ils ont, dans un immense respect. Alors, je sais que je suis forte de cette cohérence-là, parce que j'en suis consciente des impacts de ça. Il a fallu que j'apaise tout mon parcours par rapport à ça. Dis-moi, je suis certaine qu'il y a des leaders qui vont se poser la question, oui, mais en tant que leader, c'est ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher les talents des gens autour de moi. Peux-tu faire une différence, Bien sûr. En fait, c'est comment amener. En fait, l'idée, c'est comment, comme leader, je vais créer un environnement dans lequel les gens vont être confortables volontairement de venir offrir leurs talents. Pas aller chercher les talents. Céline, je ne peux pas aller chercher ta créativité. Je peux susciter en toi le goût que tu me l'offres, par exemple. Mm-hmm. Surtout quand on est un leader confiant et inspirant. Je vois juste mes beaux jeunes qui travaillent sur le montage de la méthodologie. Je ne les force pas. Je leur offre une collaboration. Mais d'abord, mon premier rôle était d'insuffler chez eux, s'ils le souhaitaient, d'avoir le goût de travailler sur ce projet-là. Mais d'abord, il fallait que moi, je porte le goût de ce projet-là, que je sois connectée tellement à ma vision, tellement à mon cœur. C'est ça qui est attractif pour eux. Un peu comme le nouveau programme Leader éveillé où il y a les 22 intervenants et les 8 mentors qui ont embarqué d'emblée là, par choix, par amour de cette cause-là, de ce mouvement-là de Leader éveillé. Et il y a quelque chose qui te revient à toi et à Lucie. Parce que je peux parler avec Lucie, mais avec toi, tu portes ce projet-là. Et je le fais parce que c'est toi qui m'as approché. Parce que je crois en toi, je crois en ce que tu portes. Et c'est là que ça m'a donné le goût d'aller avec toi dans ce projet-là. Mais parce que tu es là. Alors, le leader joue un rôle important. Pour moi, c'est définitif. En fait, c'est cette source de l'idée qui est porteur. Et quand on porte une vision ou on porte quelque chose qui projette vers le futur, si on le porte sincèrement, réellement, c'est attractif. Ce qui va être difficile, exigeant, c'est de garder ça vivant avec toutes les difficultés du quotidien, les difficultés de budget, les difficultés de compétences, de trouver du monde qui vont s'engager, on va avoir les déceptions, on va avoir plein d'embûches. C'est comment, comme leader, comme humain, de pouvoir absorber ça en nous, s'apaiser et offrir notre apaisement. Pas mon agitation, pas ma frustration, parce que ça décourage autour. Oui. D'avoir un lieu où on peut partager nos frustrations avec un sourire. C'est pas grave. On peut avoir des solutions. Mais pour ça, on a besoin d'un climat de sécurité psychologique pour le faire. Absolument, absolument. Oui. Et dis-moi, quand est-ce que tu as eu cette révélation-là de sécurité? C'est vraiment quand à l'adolescence ou explique-nous un peu. Et toute ma vie, en fait, j'ai réalisé que ça a été toute ma vie, ma quête, parce que j'en ai manqué énormément. J'ai pu voir, en fait, dans toutes mes fibres neurologiques, je sais que c'est la base. Parce que c'est ça qui a sauvé ma vie.
C'est ça qui fait qui je suis aujourd'hui. Parce que j'ai eu le courage d'aller toucher ça. Quand on parle de courage d'être soi, c'est ça, en fait, une grande partie du courage. Aller voir toucher son histoire. Dans aussi les ombres de son histoire. Et de rentrer émotionnellement complètement là-dedans. Il y a une telle guérison, il y a une telle transformation qui est possible. Mais ça demande un courage fou de faire ça. Et je pense la réalisation que nous ne sommes pas notre histoire, que ce n'est pas notre identité. Mais pour ça, il faut l'avoir touché et traversé pour faire le et s'apercevoir qu'on est tellement plus large que ça. Et qu'on a survécu, c'est-à-dire qu'en survivant cette immense vague émotionnelle, que ce soit de la terreur, que ce soit de la peine, de l'abandon, du rejet, qui est énorme pour un cœur humain, d'aller là-dedans. Une fois qu'on l'a traversé, il y a un océan de possibilités qui vient d'arriver. Parce qu'on vient de s'apercevoir qu'on a survécu. Donc, on est pleinement vivant. Wow! Et je pense qu'il y a là qu'une autre étape pour moi qui a été majeure quand tu parles de milestone, c'est quand j'étais en Inde, après le décès de ma conjointe, je suis partie 1 an en Asie et j'étais me perdre. Je ne savais plus qui j'étais, j'ai tellement perdu de repères intérieurs. Et ça aussi, c'est un milestone, de perdre complètement ses repères, de ne plus savoir qui nous sommes. Et le suicide de Daniel m'a amené là, de dire, il y avait tellement de croyances qui ont pu tenir la route, que c'est comme si je suis rentrée dans un grand trou noir. Je ne savais plus qui j'étais. Et en même temps, c'est extraordinaire parce que ça a laissé la place à la question, qui suis-je? Et d'accepter de ne pas avoir de réponse pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, ce n'est pas très confortable. Alors, je suis en Inde, je suis à Puri, dans une petite ville au nord-est de l'Inde. Et je suis là pour aider des enfants. Je suis là juste pour donner de l'amour à des enfants, des orphelins qui sont dans un orphelinat à 8 km de la ville. Et il se passe quelque chose de vraiment pas le fun. Et je m'implique et on met ma vie à risque. C'est-à-dire qu'on met un contrat sur ma vie. On veut m'assassiner. Et les Indiens sont très transparents, donc ils me disent qu'il y a des assassins qui sont là et qui ont été payés pour me tuer. Pourquoi? Parce que j'ai révélé quelque chose qui n'était pas très content que je révèle. Fait que j'ai 2 choix. Je quitte l'Inde. Je m'en vais de là au plus sacrant. Ou je me rappelle pourquoi je suis là. Et je fais le choix de rester. En sachant que je peux être assassinée. Et pendant 2 semaines, on m'a protégée, le temps que les choses se calment. Fait que pendant 2 semaines, je ne savais pas si je serais assassinée par machette, par empoisonnement, par name it. Et je croyais que j'aurais été hyper angoissée, hyper mal, et ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Je suis arrivée dans un calme olympien. Il y a eu une sérénité en moi, là, Céline, qui était juste incroyable. Et j'ai eu un éveil de conscience. Je suis devenue complètement consciente de ma vie, que c'était ma vie. Je savais pourquoi je faisais ça. Et s'il fallait que j'en meure, so be it. C'est tout à fait correct. Je n'avais jamais connu ça de ma vie. Et j'ai connu un moment d'éveil, c'est-à-dire que tout était plus clair, les lumières, les couleurs. Je voyais chacun de mes pas fouler le sol. Et c'était même pas un exercice, j'étais consciente de tout, de mon corps, des couleurs, de ce que je voyais, les mots que je disais, les gens que je rencontrais. Tout s'est amplifié. Quel cadeau! Wow! Mais dis-moi, Renée, toi qui, depuis enfant, étais à la recherche de sécurité, et là, tu es dans un pays, l'Inde, qui est tellement différent de nous, faut y aller pour le constater, et tu es en danger de vie, là. Alors, c'est le pire de la situation d'insécurité, là. Et malgré ce danger-là, c'est comme si ce que tu me dis, ce que je comprends, et dis-moi, c'est comme si cette sécurité-là, elle est venue de l'intérieur. Et c'est ça que tu appelles l'éveil
pour toi, c'est ça que tu appelles, c'est ça? Et tu mets le doigt sur quelque chose qui s'est installé en moi. Ma sécurité est d'abord intérieure. Hmm. Sinon, je suis dépendante de la sécurité que l'autre m'apporte. Et est-ce qu'on peut faire le lien avec la confiance? Ben, complètement. J'ai la chance d'avoir touché ça. Imagine comment ça devient un puits sans limite de dire j'ai assez confiance en mes ressources. Ben, c'est ça qui est arrivé. Parce que je peux avoir aucun repère. Pour les gens qui ont déjà visité l'Inde, si tu veux perdre tes repères, tu vas là. Parce que c'est un cadeau extraordinaire. Puis en même temps, il y a tellement de ressources, mais tu n'as plus ou presque plus de repères intérieurs. Tu es obligé d'en trouver d'autres. Et c'est là que je les ai trouvés à l'intérieur de moi. Avec la confiance, en fait, quand je perds confiance, je me rappelle souvent de ces moments-là où j'ai été puiser la confiance que la vie fera toujours ce qui est juste. Parce que ce qui est arrivé est presque miraculeux. Je suis encore vivante en passant. Heureusement! Mais la preuve, c'est que je suis vivante. Et même les assassins, en Inde, je vous dis, sont tellement transparents qu'ils nous ont même dit c'était qui. Et je me souviens d'en avoir pris un dans mes bras. Tellement j'étais calme, il m'appelait Madame Sourire. Et pourtant, j'étais en danger de mort. Avec la confiance que la vie est jamais mêlée. Elle peut nous mêler, mais la vie est jamais mêlée. Si je reste apaisée, calme, en connexion avec moi, je dégage quelque chose. Et je sais qu'il y a un des assassins qui a dit, mais on ne peut pas tuer. On ne peut pas. On ne peut pas. Et je me souviens de leur avoir dit, vous pouvez tuer mon corps, mais vous ne tuerez jamais mon âme. Vu qu'ils sont très croyants, ils ont fait, oui, c'est embêtant ça. Parce qu'ils croient à la réincarnation, eux. Ben, moi aussi d'ailleurs. Mais ça fait dire, non, 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 on ne fera pas ça. Toute qu'une histoire, René! Mais c'est de l'acquis, c'est en moi. C'est fait que je le sais que ce que je dégage a une énorme importance. Et c'est à moi de trouver cette confiance en moi. Même si je doute parfois, d'être capable de dire la vie est plus grande que moi. La vie va trouver sa route. J'ai juste à me déposer avec confiance dans les mains de la vie. Puis, et là, ça peut être des difficultés, ça peut être, la vie n'est pas rose à tous les jours, mais quand je suis stressée, quand j'ai de l'angoisse, je me dépose. Je reste calme. Je trouve un espace calme en moi et je retrouve ma confiance. Je retrouve la confiance dans la vie. Puis, souvent, les miracles arrivent. Et on peut dire qu'il y a des bons doutes aussi. Il y a des, tu sais, c'est heureux de douter. C'est les doutes qui reviennent tout le temps, tu sais, qui nous hantent. Ça, c'est moins bon. Mais les bons doutes où on se remet en question, c'est bien aussi. À quoi tu fais la différence, Céline, quand c'est un bon doute ou un mauvais doute? Bien, ça, c'est Daniel Lamoureux qui m'a appris ça. Une nonne bouddhiste qui nous disait que les bons doutes, ce sont les doutes où on peut remettre en question des choses. On a cette ouverture-là. OK? Donc, ça nous empêche d'être arrogants. Hein? Mais les mauvais doutes, c'est les doutes qu'on rumine. C'est les doutes qui reviennent tout le temps. Et si on fait attention, si on porte attention, on peut réaliser qu'on a souvent toujours les mêmes doutes. C'est soit qu'on doute, tu sais, alors c'est dans ce sens-là. Intéressant, c'est intéressant. Parce que pour un leader, c'est pas évident qu'on remette en question des choses, des décisions, des points de vue, des visions qu'on a, surtout quand on est 100% actionnaire, on a le goût que ce soit notre business, là. Parce qu'à quelque part, ça nous ressemble. Mais de se faire remettre en question, ça demande un sacré degré de sécurité intérieure. Tu sais, quand on dit l'ouverture d'esprit, moi, je trouve ça un très, très beau mot, ouverture d'esprit. Est-ce qu'on est conscient de l'ouvrage que ça demande d'être ouvert d'esprit? Imaginez le cerveau qui rouvre, d'être ouvert d'esprit, c'est parce qu'on va venir jouer dans ce qui est le plus intime en nous. Ça demande une bonne sécurité intérieure et dans la relation avec l'autre. Pour dire, hey, très bonne idée. Je n'avais pas vu ça de même. Hey, c'est normal le fun. Il y a un petit cheminement derrière. Absolument. Mais
Une des attitudes de la pleine conscience, selon John Kabat-Zinn, dans les 10 attitudes, en anglais, c'est le beginner's mind, l'esprit du débutant. Alors, parce que ce qui explique, c'est que si on est expert en quelque chose, on est un peu plus fermé parce qu'on est expert et c'est ça. C'est ça qui est ça. Tandis que quand on a un beginner's mind, mais là, on est plus ouvert à des choses nouvelles. Là, tu sais. Alors, c'est une des attitudes importantes de la pleine conscience. Tu t'imagines ce que c'est, Céline, de pouvoir avoir cette faculté de dire qu'on a cet esprit pur à quelque part, que tout est possible. Il faut avoir accepté de lâcher prise et de lâcher nos certitudes parce que c'est rassurant d'avoir des certitudes. Et Dieu sait qu'en ces temps de pandémie, je sais que la question, c'est aussi un leader de demain. Je ne sais pas c'est quoi le leader de demain parce que je ne connais pas demain. Corona vient de nous mettre une sacrée belle leçon de vie. Elle sais-tu? Mais ce que je sais, par exemple, c'est ce que je suis capable d'être dans un état serein, un état d'apaisement, peu importe ce qui va arriver. Ça amène de l'ouverture. Ça amène des mises en solution. Oui. Lesquelles, je ne sais pas. Est-ce que je vais voyager en 2022, 2023? Je ne sais pas. J'ai des contrats qui m'invitent déjà à l'international et je leur dis bien, on va voir avec le temps. Présentement, je dis oui. On va voir les conditions pour on va s'ajuster. Parce que maintenant, on a des options, on a le virtuel. Je sais que vous souhaitez que je sois là en présentiel. J'entends. Peut-être ça va être possible et peut-être ça ne sera pas possible. Laissons le chemin ouvert, mais je n'irai pas contre la vie. La vie est plus sage que moi. On va trouver des solutions ensemble. Mais il est certain pour les leaders, on est dans un monde justement tellement complexe, tellement incertain, ça change tellement vite. C'est incroyable, hein? Il y a une recherche qui disait qu'il y a au départ, une entreprise pouvait vivre 75 ans sans se renouveler. Ensuite, les recherches démontrent que c'est 15 ans. Après 15 ans, une entreprise doit se renouveler. Et aujourd'hui, après 6 ans, alors s'il ne faut pas avoir l'ouverture d'esprit, je ne sais pas ce qu'il faut. Imaginez, c'est beaucoup. Et puis, coronavirus, je compare mon entreprise, en 18 mois, s'est transformée. Oui. Et en quoi elle s'est transformée le plus, là? Bien, la croyance que nous avions dur comme fer, parce qu'on est spécialisé en dynamique d'équipe, qu'on ne pouvait pas faire des dynamiques d'équipe autrement qu'en présentiel. Oui. Je me souviens, il y a à peu près 5 ans, j'avais dit à l'équipe, jamais, jamais on fait ça en virtuel. C'est offrir des accompagnements autrement. Nous, se transformer. Nous, croire qu'on peut aussi créer un lien en virtuel. Et ça, pour moi, ça a été ma plus grande révélation. Et je me souviens quand il y a un groupe d'entrepreneurs à Varsovie, en Pologne, qui me demande d'urgence de les accompagner en virtuel, parce que bien sûr, c'était dans le temps de la COVID, parce qu'un de leurs membres était décédé de la COVID en 3 jours. Et ils étaient complètement anéantis. Puis on dit, René, est-ce que tu veux nous accompagner sur la résilience? Parce qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. Là, on est en virtuel, puis ils me donnent seulement 2 heures. C'est un peu la cour à miracle. J'ai fait, OK, écoutez, on va le faire. Bien sûr, je serai là avec vous. Et ça a juste été extraordinaire. Parce que maintenant, j'ai la croyance que je peux être connectée avec un autre être humain en virtuel. En tout cas, je me sens connectée, René. Et je tiens à le dire parce que, et c'est ça aussi que j'amène aussi aux gens dans ce qu'on essaie de partager, cette notion-là. C'est, tu sais, quand je te disais tantôt, Céline, que je te porte depuis hier soir. Et ça, pour moi, c'est aussi un leader éveillé. C'est que je le sais qu'on avait une rencontre importante ce matin. Puis moi, ce n'est pas juste jaser avec toi ce matin. C'est que je porte le meilleur de moi avec le meilleur de toi. Et ça, pour moi, dans mes croyances maintenant, c'est que si je ne me connecte pas à ton lieu sensible en toi, et ça se fait dans l'invisible, ça. Et je sais que je suis connectée avec toi parce qu'à un moment donné, que je me souviens, il était hier soir, il était 9 heures à peu près. Et d'un coup, j'ai senti, je t'ai senti à l'intérieur de moi. J'ai fait, c'est correct.
J'arrête et je me prépare une journée, 2 jours avant. Je prends le nom de tout le monde et je les porte dans mon cœur. Parce que je sais que je fais partie d'un tout. On est tous co-connectés. Alors, ma première job de leader, c'est de me connecter. Et si je te sens en moi, je sais que la connexion va vibrer. Et moi, c'est ma façon d'être un leader éveillé. Je sais qu'on est tous co-connectés. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois que le programme Leader éveillé, c'est un peu, tu l'as vu, le programme d'immersion de 18 mois quand même, où c'est important aussi l'intégration. Dis-moi, où est-ce que où est-ce que le programme peut aider justement à un leader d'être éveillé, tu me parlais de calme, stable, confiant, courageux, tout Apaisé. apaisé, la sécurité intérieure. Comment est-ce que le programme peut aider un leader à y arriver? Bien, écoute, je crois, moi, ce qui m'a attiré dans le programme, je te le dis très honnêtement, c'est que c'est comme un voyage en Inde. C'est qu'il y a tellement une multitude de façons de voir que vous proposez, de permettre aux gens de choisir ce qui fait leur affaire, même de rejeter des choses qui ne font pas leur affaire. C'est tellement extraordinaire de dire non, non, ça, c'est pas moi, ou ça, c'est moi. Et d'accepter d'avoir sa façon d'être en relation avec la vie, de choisir sa façon d'être éveillé. Puis je pense que plus qu'une façon, moi, j'ai la mienne qui m'est propre, je sais que je suis un extraterrestre, je le sais. Et en même temps, je l'assume, et la beauté de l'assumer, il y a des pour et des contre, mais je sais que j'attire les gens aussi qui sont intrigués par ce genre de conscience. Et il y en a que ça va les rebuter, et c'est tellement correct. C'est tellement correct. L'important, c'est de s'habiter avec ses couleurs, sa nuance, chacun son histoire, chacun ses croyances. Votre programme, notre programme offre cette diversité de façon de voir, et je crois que toutes les personnes que vous avez choisies assument leur façon de voir la vie. Et les façons dont on va questionner les gens, qu'on va les amener à réfléchir, qu'ils vont pouvoir réécouter les entrevues, vous allez avoir donné des références. Chacun va pouvoir, à son rythme, avoir un temps intérieur pour dire qu'est-ce qui me ressemble, moi, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et ça, je crois qu'on est déjà sur la voie de l'éveil. Et 18 mois, c'est un temps pour s'immerger, parce que ça prend du temps. C'est du travail, s'éveiller. Il y en a qui ont la chance d'éveiller comme ça. Ce qui est arrivé en Inde, pour moi, j'ai eu un cadeau énorme d'avoir un éveil comme ça. Il y en a, on a des milestones chacun dans nos vies qui vont nous amener ça, mais ce n'est pas tout le monde. Et puis aussi, c'est de garder ce joyau-là et de l'entretenir. Rester éveillé. C'est facile de refermer. Oui. Facile de refermer. Toi, tu vas faire la session de justement la confiance et le courage, confiance de soi et le courage d'être soi. Et moi, je dis souvent, un leader qui rayonne la confiance, c'est un leader qui inspire. Et un leader qui fait confiance, c'est un leader qui motive. Alors, et toi, tu as aussi, tu ajoutes à ça qu'un leader qui est créatif, et confiant naturellement, qui voit les possibles plutôt que les défis et etc. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est de dire, d'avoir le courage de se connaître, d'honorer sa route, son intuition et son unicité. Parle-nous de ça un peu. Oh, c'est une bonne question. Je pensais que tu faisais un résumé. Je trouvais ça ton résumé très, très bon. Ah non, non! Ben, d'abord, je pense que quand premièrement, on parle... c'est ton résumé, hein? Ah, ben, parce que tu l'as très, très bien dit. Le mot unicité, c'est terrifiant quelque part, ce mot-là. Parce que l'être humain, on est des êtres sociaux. On a besoin quelque part d'être connecté. Fait que d'accepter son unicité, c'est d'accepter d'être aussi dans ce chemin de solitude, mais une saine solitude. C'est-à-dire que je m'habite, j'accepte de m'habiter, j'accepte que le regard de l'autre est le regard de l'autre, qui tantôt va me nourrir, va me sécuriser, puis d'autres fois ne me sécurisera pas en tout, et que j'aurai envie de dire, reconnais-moi, c'est-tu bon ce que j'ai fait?
Et de temps en temps, c'est très, très bien de le faire aussi parce qu'on a besoin d'apaisement. Mais d'accepter son unicité nous permet de dire, au moins d'être à la quête, de dire, mais qui suis-je vraiment? Que d'être à la quête de soi-même toute sa vie. Mais d'avoir le courage de dire, mais qui suis-je vraiment, dans la curiosité de savoir qui nous sommes. La neuroscience amène une partie de la réponse parce qu'on fait partie aussi de tout un cheminement familial, de loyauté d'ancêtres aussi. Hein, neurologiquement, maintenant, c'est prouvé qu'on porte des générations. Fait que je suis une partie aussi de mon histoire et de l'histoire de mes ancêtres. Mais est-ce que je suis que ça? La question reste entière, mais amène beaucoup, beaucoup de curiosité. Parce qu'au-delà de ça, peu importe qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce bagage qui est le mien, pas celui de l'autre, et laisser à l'autre son bagage, puis d'essayer de transformer l'autre, plus accompagner l'autre dans sa route. Et là, de voir ce que nos routes peuvent se croiser. Alors, cette notion d'unicité, on peut en parler pendant quasiment une journée. Les cadeaux et les craintes derrière ça, mais les grands cadeaux d'être unique. Et connecté. C'est un paradoxe. Je suis à quelque part seule et connectée. C'est quoi l'équilibre entre les deux? Et où le lieu de rencontre? Mettez ça dans nos entreprises. On a 500, 800, 1000 employés. On a 500, 800, 1000 personnes qui sont uniques. Comment créer ce lieu de rencontre où chacun peut être vraiment en émergence des talents, en émergence de la créativité. Mais ça demande de la sécurité et d'être capable de voir le meilleur de l'autre tout le temps. Pas ses maladresses, pas son ton de voix, pas son odeur, pas son accent, pas son corps physique. Qu'est-ce que l'autre porte de meilleur? Il va avoir le goût de le donner si c'est sans sécurité. Et ça va être notre regard de leader, formel ou informel, que j'ai sur les autres, qui teint complètement l'atmosphère. Et d'accepter que chacun est unique. Je crois beaucoup que quand on regarde l'autre dans le meilleur de qui il est, ça fait justement émerger le meilleur de qui il est. Et moi, j'ai des milliers d'exemples de miracles qui sont arrivés. Juste par la façon de regarder. Dis-moi, je pense qu'on a pas mal écoulé le temps, ma belle Renée. La dernière chose que tu voudrais dire aux leaders qui est curieux là, de ce programme et de ce parcours, de ce chemin-là à faire, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Explorer. Permettez-vous d'explorer. D'être d'accord, pas d'accord. Laissez-vous comme, tu sais, une machine à boules, là, tu sais, quand tu lances le de se laisser dans une machine comme ça à boules, permettez-vous de vous laisser brasser les croyances pour trouver le juste pour vous. Gardez votre sens du discernement, sens de la curiosité, du rire, ouvrez les dialogues. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse, mais il y a d'excellentes questions. Le programme va être ça, d'accepter de plonger dans ce que vous portez d'unique et offrez-le au monde, dans l'apaisement de votre cœur, l'apaisement de votre être. Merci, merci, merci infiniment, Renée. Merci pour cette belle connexion. Merci pour ton ouverture aussi. Tu nous as partagé des choses quand même importantes. Alors, merci pour ça. Et écoute, Leader éveillé, c'est un programme qui est quand même certifié par l'Académie des sciences et du management de Paris. Et c'est un des rares programmes en ligne et francophone qui s'adresse aux leaders de l'avenir. Alors, au plaisir de vous retrouver au démarrage du programme. Merci. Au plaisir de se retrouver.